Donc 18 interventions au total, je viens de les compter. Et il n'est que temps, évidemment, de redonner la parole au président Schrammeck pour, voilà, dans le temps qu'il jugera nécessaire, mais inévitablement maîtrisé, il puisse répondre, au moins à l'essentiel. Merci, Monsieur le Président. Ce sera difficile, évidemment, de répondre point par point aux 18 interventions, mais j'essaierai de faire la part la plus large aux remarques, préoccupations dont vous avez souhaité me faire part et à travers moi à l'ensemble des membres du CSA. Je voudrais commencer par une notation personnelle. Je viens ici en responsabilité de président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, certes sur la désignation du président de la République, mais après débat et vote devant vos commissions. J'exerce ces responsabilités et je remercie Franck Riester d'avoir marqué ce que cela comporte pour une autorité publique indépendante. J'ai la préoccupation constante, je dirais lancinante, de la régularité de ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être conduit à faire. Mais pas simplement une régularité formelle, elle est très importante, car la procédure est, comme on le sait, essentielle. Mais une régularité de fond, c'est-à-dire la garantie de l'indépendance, de l'impartialité que le CSA tout entier doit non seulement à la représentation nationale, mais au pays. C'est la justification même de la création d'une autorité publique indépendante. Et je vous le dis, à nouveau en responsabilité et en conscience, je n'ai manqué à aucun de ces devoirs fondamentaux. Le délibéré du CSA n'a manqué à aucun de ces devoirs fondamentaux. Alors bien entendu, j'entends les polémiques et les critiques. Et le fait de venir en responsabilité ne veut pas dire que l'on ne vient pas en s'interrogeant soi-même et grâce à vos questions sur l'expérience que nous avons conduite. Et donc, je répondrai aussi à cet aspect essentiel de vos questions, même si je respecte le rôle du législateur, je ne saurais m'y substituer, et je ne peux pas être entendu ici en quelque sorte comme un expert, mais nécessairement et indissociablement comme le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Alors d'abord, sur la régularité, j'ai essayé de répondre par avance le plus rapidement possible, mais je voudrais tout de même insister sur un certain nombre de choses qui ont pu être dites. Et, ma réponse ne comporte aucune critique, elle constitue simplement l'énoncé de la vérité telle que je l'ai vécue. Je voudrais donc dire, et en particulier à Madame Tabarot, que la construction selon laquelle la nouvelle présidente de France Télévisions aurait fait l'objet de manœuvres, d'une construction, d'une coalition menée depuis la fin de l'année 2014, ou à partir, comme il a été noté, du rapport adopté par le CSA sur France Télévisions, véritablement ne correspond à rien. Je ne sais pas si le président de la République connaît même Delphine Ernotte. Ça n'est pas une question que je dois me poser. Pas plus que nous nous sommes posé la question de savoir si le président de la République connaissait Mathieu Gallet. Ces choix sont marqués du sceau de l'indépendance. Ils peuvent évidemment être critiqués sur le fond. Ils l'ont été par certaines et certains d'entre vous. Mais nous n'avons jamais manqué à nos devoirs fondamentaux. Je vous confirme, puisque vous en avez reparlé, qu'il n'y a jamais été question de procédure de repêchage. Évidemment, si je suis heureux d'être accompagné
par le secrétaire du collège, ce n'est pas pour le faire parler. Je prends la responsabilité de tout ce que je dis et je sais bien qu'il est soumis, y compris par l'article 8 de la loi de 1986 modifiée, comme d'ailleurs les membres eux-mêmes, au secret professionnel et que ce secret professionnel est protégé par la loi dans tous ses aspects. Et donc, c'est à moi de dire et de redire que rien dans la procédure n'a été modifié par rapport à ce dont nous sommes convenus a priori. Nous avons essayé d'éclairer par des comptes rendus de presse la procédure au fur et à mesure que nous l'élaborions. À l'époque, elle n'avait soulevé aucune critique. Comme à l'époque, d'ailleurs, de la désignation du président de Radio France, la seule critique de caractère assez général qui m'ait été adressée, c'est qu'au fond, le Conseil avait été limité à un choix entre 6 personnes qui, peu ou prou, appartenaient toutes ou avaient appartenu à la sphère publique, et que ce choix avait pu dissuader des candidats exerçant des responsabilités ailleurs de se déclarer. Cet argument vaut ce qu'il vaut, mais il a été entendu et je vous ferai observer que, alors que 12 candidatures s'étaient manifestées pour Radio France et que, comme il a été dit, la tâche est difficile et complexe, 33 candidatures se sont exprimées auprès du CSA pour demander à l'octroi de cette importante, immense responsabilité. Et comme je vous l'ai dit, certaines de ces candidatures ne l'ont été que à la condition de la confidentialité. Le décompte est facile, je vous ai dit que sur les 7 qui ont été auditionnés, 3 avaient posé comme condition préalable la confidentialité. Par conséquent, nous n'aurions eu affaire qu'à 4 de ces 7 candidats, puis à d'autres, sans doute, mais le choix eût été différent et il eût été plus restreint. Je voudrais répondre juste, puisque vous avez été la première, mais pas la seule, à soulever ce point sur le choix du directeur de cabinet de Madame Ernotte. Ce choix, comme tous les autres, n'appartient qu'à elle. La règle, c'est que c'est une personnalité qui se présente à la désignation du CSA. Elle n'a pas ni à anticiper, ni à soumettre quelconque attention relative à son équipe. J'ai appris cette désignation, comme vous, par la presse. Mais je fais confiance, a priori, puisque c'est le choix du CSA à Delphine Ernotte, et elle sera conduite certainement, comme ses prédécesseurs, à s'expliquer devant vous sur l'ensemble de ses choix. Et je ne saurais, comme président du CSA, me substituer à elle pour ceci comme pour toute autre question. Enfin, je voudrais préciser qu'il n'y a pas eu de profil potentiel et surtout pas de connotation politique ou partisane dans ce choix, dans ces choix, ces 2 choix dont nous parlons à l'occasion de cette séance. Alors, des questions, des interrogations. Oui, bien sûr. Je comprends tout à fait qu'il y en ait. Et bien sûr aussi que comme président du CSA et comme citoyen, je m'interroge. Il y a des points qui ressortent de plusieurs de vos interventions. Est-ce qu'il faut passer à des auditions publiques? Le problème, il a été concrétisé autrement pour les chaînes parlementaires, mais qui ne relèvent pas du rôle du Conseil constitutionnel. Et puis, par ailleurs, ce choix a été critiqué aussi. Bon. Mais nous devons effectivement nous tourner vers le législateur et vers le Conseil constitutionnel s'il est amené à intervenir pour que la règle soit changée. Personnellement, je pense qu'il y a un équilibre entre le besoin que peuvent exprimer des candidats en responsabilité à un certain degré de confidentialité et un compte-rendu plus large et plus ouvert de la procédure. Par conséquent, je n'exprime pas
du tout de position de principe hostile à l'idée d'audition publique. Si la loi nous le permet, nous l'appliquerons avec la même minutie et la même attention que celle que nous avons essayé de montrer dans la procédure qui existe jusqu'à présent. Alors, en ce qui concerne la publicité des candidatures ou des projets stratégiques, nous sommes exactement dans la même problématique, c'est-à-dire dans l'équilibre entre le souhait de rendre public ses intentions et ses projets à l'aune de 33 personnes ou à l'aune du nombre de personnes auditionnées et le souci de maintenir la confidentialité, le parcours professionnel des uns et des autres. Sur cet arbitrage, la pratique du Conseil peut changer et nous aurons certainement une réflexion collective. Cette réflexion collective se fera comme toujours en liaison avec vous. Je tiens à maintenir ce dialogue, qui d'ailleurs a encore été concrétisé par la présentation du rapport annuel le 7 avril dernier devant votre commission. Bien entendu, le rapport annuel pour l'année en cours portera trace de ces débats et de ces questionnements, mais j'ai bien compris le message collectif que vous m'avez adressé. Vous souhaitez que le Conseil supérieur de l'audiovisuel soit en mesure de vous éclairer encore mieux sur les perspectives de bilan et d'évaluation de la procédure telle qu'elle a été pratiquée. Pour l'instant, cette procédure, nous l'avons vécue, mais nous ne l'avons pas encore évaluée. Ça ne veut pas dire du tout que nous n'ayons pas l'intention de le faire, et à titre personnel, c'est ce que je proposerai au Conseil supérieur de l'audiovisuel de faire. Alors, il y a un certain nombre de questions particulières, le temps s'écoule, j'en suis conscient, mais qui ont été posées et auxquelles je souhaiterais revenir. D'abord, la question, et M. Travers l'a posée avant d'autres, de la divulgation d'un certain nombre d'informations qui relèvent du secret des délibérations. C'est vous, législateurs, qui avez fixé ce secret des délibérations. C'est vous, dans l'article 5, c'est vous qui en avez fait un élément du secret professionnel auquel sont astreints les membres comme les agents du Conseil supérieur de l'audiovisuel. C'est vous qui avez fixé dans l'article 5 une procédure qui conduit à prendre en compte des comportements qui ne sont pas conformes aux devoirs professionnels. Mais cela suppose, et vous l'avez dit d'emblée, que nous ayons au collège des preuves de qui a parlé et de qui se réclame de ce qui fait partie intégrale de notre droit, c'est-à-dire du respect des sources. Parce que vous avez, en tout cas certains d'entre vous, souhaité le reconnaître, et je vous en suis reconnaissant, je suis attaché aux règles de droit, à la présomption d'innocence, au droit de la défense. Je ne peux pas mettre en cause des personnes, quelle que soit ma conviction intime, sans preuve. Je voudrais répondre, puisqu'il me reste un petit peu de temps, si vous le voulez bien, Monsieur le Président, à d'autres questions. Je ne reviendrai pas sur le débat sur ma propre nomination, parce qu'il en a été amplement question. Mais il y a d'autres faits qui ont été relevés, et à plusieurs reprises. D'abord, cette question du, entre guillemets, plagiat. D'abord, je voudrais dire que, parce que la question a été posée, que nous avons fourni un travail considérable pendant un laps de temps qui était effectivement restreint. Que c'est collectivement que le collège a décidé, dans la désignation du président de France Télévisions, pour la désignation du président de France Télévisions, comme pour la désignation du président de Radio France, de ne pas utiliser tout le délai qui lui était laissé par la loi et qui est enserré, puisque c'est dans une période bien déterminée, puisqu'il s'agit à chaque fois d'un mois. Nous l'avons souhaité parce que nous pensions pouvoir le faire au bénéfice d'un travail considérable, dense et approfondi.
Je pense qu'aucun membre du CSA ne vous apportera la moindre dénégation à cet égard. Nous avons lu l'ensemble des projets stratégiques. Personne n'a soulevé la question d'un plagiat. Alors je ne peux pas entrer plus avant, mais le nom d'un candidat qui n'a pas été retenu a été cité. Il a fait un document d'une centaine de pages. Madame Ernotte a fait un document d'une trentaine de pages. Vous pouvez apprécier ou non si son tour est personnel ou pas. Le fait qu'il y ait des ressemblances entre les rapports ne peut pas être sans lien avec le rapport que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a lui-même remis en application de la loi sur le bilan de 4 années de la gestion de France Télévisions, sur le fait qu'un rapport également extrêmement consistant et convergent a été élaboré par le groupe interministériel que j'ai mentionné tout à l'heure, et sur le fait que le gouvernement a souhaité rendre public des orientations. Pour le reste, comment voulez-vous que le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel vous en dise plus? C'est à Madame Ernotte de répondre sur ce point. Mais je vous dirais qu'à titre personnel, je n'ai aucun doute. Car si j'avais un doute, je penserais alors que le choix du Conseil supérieur de l'audiovisuel devrait être récusé. Voilà, donc, vous avez la possibilité d'interroger qui vous souhaitez, et en particulier la future présidente de France Télévisions, comme vous avez la possibilité d'interroger les membres du collège, puisque la question m'a été posée. D'ailleurs, je suis déjà venu devant votre commission accompagné de membres du collège. Je ne souhaite en aucune façon confisquer la parole de quiconque. Alors, y a-t-il, au-delà de ces modifications de procédure, d'autres conceptions possibles? J'ai dit dans mon propos introductif que ça relève de les divergences, voire des oppositions entre conceptions des procédures de nomination. Je n'ai pas à me prononcer sur ce point. Je relèverais simplement, en réponse notamment à Madame Buffet, que le passage par le conseil d'administration, qui est tout à fait satisfaisant en soi pour une entreprise, parce que c'est la règle générale des entreprises, s'agissant des nominations publiques, n'est souvent qu'une forme d'apparence. On le voit bien pour l'Institut national de l'audiovisuel, qui n'est pas de notre ressort, mais qui est dans la sphère de l'audiovisuel. Lorsqu'une décision est prise par le pouvoir exécutif, il y a une première phase de nomination comme membre du conseil d'administration au titre de l'État, et puis désignation par le conseil d'administration. Donc, vous voyez que la procédure en elle-même n'est garante de rien quant au fond. Il faut s'interroger sur la composition et les conditions dans lesquelles, du conseil d'administration, et les conditions dans lesquelles il est amené à se prononcer. Du point de vue général aussi, et encore une fois, je ne souhaite pas sortir de mon rôle de président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, mais je reconnais que des questions se posent quant à la convergence entre les responsabilités qui sont confiées au CSA et les responsabilités qui ne lui reviennent pas, c'est-à-dire les responsabilités de la tutelle, les responsabilités financières que vous êtes conduit vous-même à prendre, le plus souvent sur la proposition du gouvernement. Il est parfaitement vrai qu'une fois que le CSA a choisi, désigné des présidents des sociétés de l'audiovisuel public, vous lui avez confié la mission à intervalles réguliers. Élaboration des contrats d'objectifs et de moyens, modification des contrats d'objectifs et de moyens, modification des cahiers des charges, bilan annuel, bilan au bout de 4 années d'exercice par les présidents de leurs responsabilités, de vous éclairer sur les conditions d'ensemble de la gestion de ces sociétés, mais que nous n'avons pas, dans la continuité des temps et des jours, les responsabilités qui sont celles de la tutelle administrative et financière, qui sont exercées par le ministère compétent, le gouvernement tout entier et des corps de contrôle.
Et donc, je comprends la question. Simplement, en tant que président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, je ne peux pas vous livrer ce soir de réponse. Je reviens à un certain nombre de critiques qui ont pu être faites. Sur le choix de Mme Ernotte, j'ai essayé de rappeler que nous l'avions motivée. Les conceptions qui se sont exprimées sont tout à fait différentes. Je le comprends, mais à ce stade, je ne crois pas pouvoir ce soir en dire utilement plus. Je ne crois pas que le CSA ait été jugé parti, puisque l'expression a été employée par M. Frédéric Reiss, mais sans que j'y relève d'intention polémique. C'est une question d'analyse. Non, nous avons une mission de régulateur. Nous n'y avons aucun intérêt particulier. Et puisque je parle d'intérêt particulier, vous m'avez interrogé sur les contacts qui ont pu être pris par tel ou tel membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Je vous ai dit ce qu'il en était pour moi, très complètement et très précisément. Je vous ai dit quelles étaient les règles collectives que nous avions fixées entre nous, en distinguant avant le 1er avril et après le 1er avril. Mais pour le reste, je n'ai ni possibilité ni vocation de contrôler le comportement de chacun des membres du CSA. Je ne suis pas leur supérieur hiérarchique. Et ils n'ont pas à me rendre compte de leur agenda ou de leurs contacts. J'espère bien, et je pense a priori, qu'ils respectent toutes les règles que nous nous fixons collectivement. Mais, comme personne et comme juriste, je ne peux pas répondre pour autrui. Madame Sophie Dussus, vous m'avez d'abord reconnu une vocation, une expérience, et je vous en remercie. Mais vous avez aussi mentionné à propos de Mme Ernotte, je suis très sensible, Mme Buffet l'avait fait avant vous, la question des relations sociales dans l'entreprise. Je voudrais simplement que vous ne doutiez pas que le CSA s'est interrogé longuement sur l'expérience sociale de Mme Ernotte et sur son rôle personnel. Je pense, mais je ne veux pas parler à la place de Mme Ernotte, ou alors nous nous serions trompés, mais qu'elle aura le souci du compte-rendu et du dialogue social. Et d'ailleurs, je vous ferai observer qu'elle a tenu jusqu'à présent, y compris vis-à-vis de moi, ce que je comprends et respecte totalement, une réserve totale sur son projet, même si son projet a été, selon la règle que nous avions annoncée, rendu public. Je voudrais dire aussi à propos de ce choix, parce que la question a été posée par plusieurs d'entre vous, que nous n'avons absolument pas négligé la question des programmes et, comme on dit parfois, le terme peut être discuté, des contenus. Il est clair que les liens de toute nature et les engagements de Mme Ernotte dans ses responsabilités professionnelles d'une part et dans ses responsabilités futures telles qu'elle les souhaitait, ont été tout particulièrement pris en compte dans le domaine des programmes et des contenus. Et d'ailleurs, je rappellerai, même si ce n'est pas son activité majoritaire, que le groupe Orange a une activité en matière de programmes et de contenus et gère en particulier un bouquet de chaînes. Sur la date à laquelle nous nous sommes prononcés, il n'y a pas eu du tout de volonté d'effet de surprise. Mais il est vrai que nous avons souhaité ne pas provoquer, le jour où nous nous prononcerions, d'afflux de curiosité publique, puisque ce n'est pas la règle posée par la loi. Si la loi avait posé la règle que nous décidions ou nous délibérions en présence d'acteurs extérieurs, nous l'aurions observé de la même manière que nous avons observé la loi en vigueur.
Je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. J'ai essayé de m'exprimer le plus complètement possible à ce sujet. Je voudrais aborder un autre problème qui a été abordé par M. Christian Kert en particulier tout à l'heure. Il s'agit des deux nouveaux membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Je voudrais être tout à fait clair, là aussi, avec vous. J'ai toujours pensé et dit qu'à l'occasion de ce renouvellement, il était très important que le Conseil supérieur soit doté de compétences personnelles, numériques, économiques et technologiques. D'autant qu'il perdait, en la personne d'Emmanuel Gabla, un membre dont la spécialité et la compétence sont unanimement reconnues en la matière. Et donc, je ne me suis caché de rien à cet égard. Pour le reste, les choix ont été formés par les présidents des assemblées et vous ont été soumis. Madame Sonac, dont vous avez mentionné, je crois ne pas travestir la réalité, a vu sa désignation approuvée à l'unanimité par votre commission. Quant à l'idée selon laquelle le président du Sénat, en désignant la personne qu'il a désignée, aurait pu concourir à je ne sais quelle démarche de caractère partisan, je ne la partage absolument pas. Et les deux imputations, en quelque sorte, se contredisent. Mais je comprends cette question, et c'est pour cela que j'ai souhaité y répondre. Alors, il y a une autre question personnelle, puisque vous me laissez encore un petit peu de temps, Monsieur le Président, qui a été posée à propos du fait que le collège n'ait pas retenu pour des auditions un certain nombre de personnalités dont j'ai dit dans mon exposé liminaire que la compétence était indéniable. Je crois qu'il faut distinguer. Il y a effectivement a été candidate, elle l'a dit, c'est pour ça que je peux le dire sans hésitation, la présidente d'une grande société de l'audiovisuel qui relève désormais de la désignation du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui avait présenté sa candidature il y a 2 ans et demi et qui avait fait l'objet d'un avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Je profite pour dire tout de même à propos de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qu'elle s'applique aux nominations et non pas aux avis, puisqu'il est fait référence au régime tel qu'il existait en 2000. La considération selon laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel devait avoir une vue d'ensemble de l'exercice des mandats dont il a la responsabilité de l'origine pouvait naturellement venir à l'esprit des membres du Conseil. Je ne peux pas en dire plus, puisqu'il s'agit là de toucher au secret des délibérations lui-même. Mais ce dont je tiens à vous assurer, c'est que cette question ne peut légitimement être posée que pour une entreprise dont la présidence dépend de la nomination du Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour aucune autre, et notamment pour d'autres personnalités qui ont pu être citées ou non lors de vos questions. J'ai essayé de respecter la durée d'une demi-heure. Je pourrais évidemment poursuivre sur d'autres questions, notamment si vous manifestiez que j'avais répondu de façon manifestement insuffisante à telle ou telle interrogation. Mais je crois avoir essayé d'être le plus complet possible. Je voudrais simplement que vous reteniez de cet échange un souci permanent. Ce souci permanent, c'est celui d'être digne, individuellement et collectivement, de la responsabilité éminente qui a été confiée à chacun d'entre nous dans cette procédure
dans ces procédures de désignation, comme dans toutes les responsabilités qui nous ont été conférées et qui ont été encore accrues par la loi du 15 novembre 2013. Nous sommes à la disposition de votre commission, comme de l'ensemble de la représentation nationale, pour concourir à une réflexion et à une évaluation. Nous ne ressentons pas tout ce qui a été expérimenté comme valant précédent. C'est justement l'inverse qui doit nous guider, c'est-à-dire un esprit de responsabilité qui conduit à s'interroger sans cesse sur les procédures et la façon dont nous les appliquons. Mais le vote reste, il demeure. Nous avons fait des choix et nous les assumons. Merci au nom de la Commission, non seulement évidemment de votre présence, mais de tout ce que vous avez souhaité exprimer tout au long des 2 heures de cette audition. Et vous avez conclu notamment sur tout ce qui constituait la procédure et qui est de notre responsabilité de législateur. Et au-delà du cas factuel qui était la nomination de Delphine Ernotte à la tête de France Télévisions, il nous revient évidemment de nous nourrir de vos réflexions sur la procédure que nous avons votée en novembre 2013, puisque ce qu'une loi fait, une autre loi peut la modifier et l'améliorer. Mes chers collègues, je vous rappelle que nous nous retrouvons demain matin à 9h30 pour l'examen de la proposition de loi sur la protection des sportifs de haut niveau et professionnels. Sur le rapport de notre collègue Brigitte Bourguignon, je vous signale que M. Thierry Braillard, secrétaire d'État au sport, sera également présent pour vous préparer. Merci encore, Monsieur le Président. Merci à celles et à ceux qui vous ont accompagné. Merci de votre disponibilité. Bonne soirée.